la question palestinienne n'est pas une question pour Netanyahou. Et la question des territoires n'est pas une question. C'est-à-dire que pour lui, c'est accessoire, ce n'est pas principal. Israël et les Émirats arabes ont annoncé un accord de normalisation entre ces deux pays, mais que contient exactement cet accord ? C'est ce que nous allons essayer de savoir avec ce matin notre invitée Sarah Bloom. Sarah, bonjour. Bonjour Olivier. Bon, merci d'être avec nous ce matin, Sarah. Vous êtes juriste spécialiste en droit international, droit de l'homme et spécialiste aussi en géopolitique moyenne orientale. Alors, d'abord, Sarah, premièrement, en tant que citoyenne israélienne, vous, comment avez-vous accueilli cet accord de normalisation, enfin, du moins l'annonce de cet accord de normalisation entre les Émirats arabes et Israël ? Écoutez, on ne peut pas, en tant que citoyen israélien, ne pas se réjouir d'un accord pareil. C'est évidemment une réjouissance d'imaginer que des relations se normalisent avec des pays arabes et en particulier avec des pays qui nous sont proches de nous géographiquement. Donc oui, c'est forcément une très bonne nouvelle. Alors, dans ce sens-là. En tant que juriste, on va vous utiliser en tant que juriste spécialiste en droit international. Alors, que sait-on d'abord de cet accord ? Est-ce qu'il existe ? Est-ce qu'on a vu cet accord ? Est-ce qu'il a été déjà, est-ce qu'il est terminé ? Non, alors ce qu'on a vu pour l'instant, c'est ce qu'on appelle une déclaration conjointe en français, un joint statement, entre les États-Unis qui ont été le médiateur de cette négociation, Israël et les Émiratis. Et cet accord de principe, quelque part, en fait, cette déclaration, elle formalise publiquement cette reconnaissance bilatérale et cet établissement de relations normalisées, relations diplomatiques. Et d'ailleurs, il parle de diplomatie pacifique, donc il y a quand même cette notion de pacification des relations, même si on peut pas parler d'accord de paix parce que on n'a pas été en guerre avec les Émiratis. Donc c'est pour ça qu'on parle aussi d'accord de normalisation, et c'est pour ça que la déclaration elle-même, d'ailleurs, et vous l'avez dit très justement aussi en introduction, c'est un accord de normalisation et pas un accord de paix. Il y a une petite différence. Ouais. Mais effectivement, elle parle de cette mise en place de relations, de ces coopérations qui vont avoir lieu. Maintenant, le travail des juristes, des avocats derrière, ça va être de mettre en place dans chaque domaine précis de relations avec les Émiratis des accords de coopération sur des points précis, économiques, sécuritaires, etc., etc. Donc ça, c'est en cours. En tout cas, on les a pas encore vus publiés. Alors, est-ce qu'on sait quand même, il y a quelques fuites qui ont été publiées, particulièrement dans le domaine militaire, où on parle aussi d'un accord, alors qui est un accord avec les États-Unis, un accord de vente d'avions. Oui. Mais on n'a pas vu les accords, hein. Ce que je veux dire par là, c'est que les textes ne sont pas sortis, mais on sait effectivement qu'il va y avoir des coopérations sérieuses sur ces thèmes-là. Alors, comment on s'y prend justement dans ces négociations, les avocats du côté israélien, je suppose aussi qu'il y a de la politique. Comment ça se passe ? Alors là, vous me posez une bonne question. Moi, je n'ai jamais fait partie d'une équipe de négociateurs. Ce que je peux simplement dire, c'est que quand on regarde les textes qui sont produits, généralement, il y a deux équipes de négociateurs. Il y a une équipe par partie, et donc les différents éléments sont posés, et une équipe de juristes, d'avocats rédige, les services en tout cas juridiques des États rédigent de manière très formelle les accords. Donc quand on lit par exemple les accords précédents de paix qu'Israël a pu conclure avec les pays voisins, c'est dans un langage effectivement très formel, très juridique, parce qu'il y a besoin d'établir ces contrats, hein, c'est des véritables contrats entre pays finalement, de manière extrêmement précise. Parfois, ça peut être très ennuyeux pour le commun des mortels de lire ça, parce que ça va rentrer dans des micro-détails, mais ces micro-détails permettent de faire en sorte que les coopérations se passent correctement. Donc oui, ça va aller chercher dans les petits détails
pour pouvoir mettre en place ces choses-là. Donc, encore une fois, dans chaque domaine, à la fois économique, à la fois sécuritaire en particulier, ça va devoir se faire comme ça. J'imagine aussi qu'il y a probablement une consultation des experts en la matière, que ce soit sécuritaire ou économiques et commerciaux, oui. D'où la nécessité d'avoir donc une bonne préparation, de faire une bonne préparation auparavant, avant de s'asseoir avec ces équipes des Émirats arabes. Oui, je pense, oui, bien sûr. Alors, maintenant, du point de vue, on va dire, géopolitique, est-ce que vous pouvez nous expliquer, ou est-ce que vous pouvez essayer de nous expliquer pourquoi les Émirats arabes ont subitement, on va dire, décidé comme ça de normaliser les relations avec Israël ? Alors, je ne sais pas si c'est subitement. Ça fait déjà des années qu'on sait qu'il y a des relations non officielles entre les Émiratis et Israël. Du moins de passer une étape, une étape de vraiment de normaliser ces relations au grand public. Je pense qu'il y a deux facteurs importants. Le premier facteur, c'est la crainte que suscite l'Iran dans la région. Les Émiratis sont en première ligne, ils sont officiellement anti-iraniens. Donc ils ont besoin d'un allié fort dans la région, et l'allié le plus fort dans la région contre l'Iran, c'est Israël. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense, c'est les relations privilégiées entre le souverain émirati et Jared Kushner dans l'administration américaine. Et je pense que ça a eu aussi un impact très important dans la négociation. Alors, du point de vue politique israélien aussi, on ne peut pas éviter aussi cette question. Du point de vue politique israélien, c'est quand même un tour de force, une réussite, en tout cas une victoire de Benjamin Netanyahou. Vous la voyez comme ça ? Oui, je la vois comme ça. Il faut le reconnaître, c'est un coup, on peut appeler ça, moi j'avais appelé ça un coup de maître, sur Twitter. Oui, parce que il faut le dire, c'est quelque chose qui est assez inédit dans l'histoire d'Israël, ces accords avec les pays voisins et notamment avec les pays de la péninsule arabique. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel en soi. Maintenant, il faut transformer l'essai, parce qu'il faut quand même pas oublier une chose, c'est qu'effectivement, la reconnaissance est officielle, ça a été publié, c'est entériné de ce point de vue-là, mais les accords n'ont pas encore été signés, les accords, comme on a dit tout à l'heure, de coopération. Et Netanyahou a quand même annoncé quelque chose qui a un petit peu refroidi les choses, c'est qu'il a, pour essayer d'apaiser en fait son électorat à domicile, c'était de dire que l'annexion qu'il a un peu utilisé comme un jeton dans la négociation, l'annexion de certains territoires occupés, eh bien, il l'a dit, pour l'instant n'aura pas lieu, mais temporairement. Or, que semblent dire les Émiratis, c'est que cette annexion a été abandonnée, et les Américains disent que pour l'instant, pour un bon moment en tout cas, c'est ça qui a été dit, Jared Kushner a dit pour un très bon moment, nous ne sommes pas prêts d'appuyer Israël sur ce point. Et Netanyahou l'a aussi précisé dans son interview avec la chaîne Émirati. Il a dit que il attendait le feu vert des Américains. Mais pour Netanyahou, c'est temporaire. Ça a été un petit peu... Donc il y a un peu le brouillard autour de ça. Autour de l'annexion ? Ouais, autour du fait, est-ce que Benjamin Netanyahou a renoncé ou non à cette annexion contre justement cet accord de normalisation ? Je pense que l'annexion n'est pas le principal intérêt de Netanyahou et ne l'a jamais été. J'ai dit dès le départ, début juillet, que cette annexion n'aurait pas lieu. Parce que je n'y ai pas cru. Je me posais la question de savoir pourquoi il y avait cette annonce. Comme beaucoup d'ailleurs. Et on l'a vu maintenant, cette annonce a été faite justement pour pouvoir être retirée. Donc ça a été un outil de négociation. Ni plus, ni moins. Et je crois que dans l'esprit de Netanyahou, qui applique quand même depuis une bonne dizaine d'années une doctrine du statu quo, où rien ne bouge de ce point de vue-là, la question palestinienne n'est pas une question pour Netanyahou. Et la question des territoires n'est pas une question. C'est-à-dire que pour lui, c'est accessoire, ce n'est pas principal. Et ce qui est principal,
vraisemblablement dans sa position, c'est de créer des précédents et, comme il le dit lui-même, d'augmenter le cercle de la paix, c'est comme ça qu'il l'explique, mais enfin, en tout cas de normaliser les relations avec les pays voisins. Et ça, c'est ce qu'il a effectivement réussi et qu'on peut lui reconnaître. Mais la question du deal du siècle annoncé par Trump et annoncé aussi par Netanyahou pendant un moment, de résolution du conflit israélo-palestinien n'est pas du tout à l'ordre du jour. C'est aussi un problème en soi, parce que quelque part, il va falloir régler cette question. Et c'est problématique que ça ne soit pas à l'ordre du jour. Maintenant, est-ce que pour autant la Terre doit s'arrêter de tourner, et est-ce que pour autant on ne doit pas avancer sur d'autres questions? Bien sûr que non. Et effectivement, encore une fois, il faut se réjouir de cette normalisation avec les pays voisins. Sarah avec Bloom, les Émiratis en particulier. Sarah Bloom, merci pour ces explications autour donc, de cet accord de normalisation entre les Émirats arabes et Israël. Merci beaucoup. Merci Olivier. Bonne journée.